si la politique budgétaire n'est pas justement vraiment au service de la transition et si la politique monétaire ne verdit pas suffisamment et si tout ça ne s'articule pas, eh bien, le Green Deal sera difficile à tenir. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle séance de débat sur les grandes questions économiques et nos débats sur l'avenir de l'Europe que nous avons organisé à l'occasion des élections européennes qui s'approchent et en lien avec le dernier numéro de l'économie politique, la revue que vous connaissez sans doute à ce stade puisque je la présente chaque fois. Nous avons encore deux séances après celle-ci. Le 30 mai, nous allons parler de la PAC et de la transition écologique. Et enfin, le 11 juin, c'est la dernière séance de ce cycle. Donc, on sera au lendemain des élections européennes. Et nous allons donc organiser un webinaire plutôt européen en anglais avec quelques représentants de think tanks de plusieurs pays où nous allons en gros parler de l'avenir du pacte vert à la lumière du résultat des élections. Voilà pour la suite et fin de notre cycle sur l'Europe. Et si vous êtes dans la région parisienne, je vous signale aussi que nous avons encore deux séances à l'Académie du climat là au courant du mois de mai. Le 22 mai, nous organisons un grand débat sur l'Europe toujours et sur l'ambition écologique de l'Europe avec nos amis du collectif Le Lierre. Vous trouverez le programme sur notre site. Et le 30 mai, nous avons le dernier débat avant la pause estivale et qui portera, lui, sur les géos à l'ère de la sobriété. Vous allez trouver les informations sur notre site également. Voilà pour les annonces et maintenant à notre sujet d'aujourd'hui. Donc, nous l'avons intitulé Quel policy mix pour accélérer la transition. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai tout simplement mes co-auteurs. Isabelle Coupé-Sauberan, que vous connaissez sans doute, qui est conseillère scientifique à l'Institut Veblen, mais aussi évidemment maîtresse des conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et professeur associé également à l'École d'économie de Paris. Et Dominique Pliant, qui est lui aussi économiste et professeur émérite à l'Université Sorbonne Paris-Nord, est membre du conseil scientifique d'Attaque et membre également du conseil d'administration chez nous, donc à l'Institut Veblen. Donc, c'est un peu une équipe Veblen qui vous propose aujourd'hui plutôt une discussion, donc j'espère vivante et intéressante pour vous, autour de ce thème du policy mix vert. Alors, qu'est-ce que c'est le policy mix vert? Nous allons éclairer un peu le concept au début. En tout cas, l'idée générale, c'est tout simplement l'idée que les règles de gouvernance économique, donc les règles budgétaires, les règles fiscales, les règles de la concurrence aussi, les règles financières et monétaires, toutes ces règles doivent concourir pour orienter l'économie dans le sens souhaité. Donc il faut de la cohérence. Et je pense que le constat de départ, on est loin d'être le seul à le faire, hein, c'est que cette cohérence fait actuellement défaut et qu'il faut aller plus dans ce sens-là, même si c'est difficile. Quelque part, le débat est déjà bien posé à la fois sur le plan politique et sur le plan théorique, puisque la puissance publique, elle, parle volontiers de la planification écologique. En tout cas, je vous propose donc une discussion en trois temps. Donc d'abord, rapidement sur cette notion de policy mix ou de coordination, si on veut. Ensuite, je voudrais bien qu'on s'arrête un moment sur un bilan sans doute rudimentaire et provisoire, mais quand même un bilan de ce qui a été accompli sur ce plan ces dernières années. La gouvernance économique, elle est largement européenne, hein, donc nous dépendons tous des règles qui se définissent à l'échelle européenne, même si les États gardent la marge de manœuvre pour mener des politiques volontaristes, évidemment. Donc, à l'échelle européenne, le Green Deal qui était lancé il y a 4 ans, il a signalé une volonté politique d'aller davantage dans le sens de la cohérence, nous semble-t-il. Nous l'avons décrit dès le début, nous avons suivi le Green Deal tout au long de ce mandat qui se termine maintenant. Justement, pour aujourd'hui, ça serait peut-être l'occasion de faire le point sur finalement, dans la communication initiale du Green Deal, la Commission européenne reconnaissait explicitement l'incohérence actuelle, c'est-à-dire qu'il y avait des pans entiers de la gouvernance économique
qui faisait comme si la politique climatique n'existait pas, marchait dans le sens contraire ou semblait tout simplement déconnecté. Donc il y a eu sans doute des avancées. Les objectifs climatiques sont là aujourd'hui, bien affirmés, inscrits aussi dans la législation européenne. Donc ils s'introduisent dans la gouvernance économique, mais de façon très ponctuelle et souvent en contradiction avec d'autres éléments. Donc c'est sans doute la première question que je poserai tout à l'heure, c'est juste, enfin la deuxième question, pardon, ce serait comment vous voyez le résultat de ces mandats, de ces points de vue-là. Sommes-nous plus près aujourd'hui d'un policy mix vert? Et donc, enfin, dans un troisième temps, évidemment, nous avons des propositions pour aller plus loin, pour réorienter un peu la gouvernance économique européenne, où nous cherchons toujours des solutions, disons, graduelles, des solutions qui seraient compatibles avec les traités actuels, et puis nous proposons aussi d'autres mesures qui exigeraient sans doute des réformes des traités. Ça nous semble très important de maintenir cette logique à plusieurs niveaux, puisque la réforme des traités est très difficile, donc il faut à tout prix chercher des idées pour avancer dans le cadre actuel, tout en continuant de mener le débat plus fondamental. Voilà donc pour le cadrage. Donc, je reviens donc à cette notion de policy mix. Alors, nous l'avons choisi comme titre de notre article. Est-ce que le policy mix, est-ce que c'est la même chose que la planification? Qui voudrait commencer? Josabel, est-ce que tu veux te lancer pour éclairer un peu cette notion? Écoute, je vais essayer. Merci beaucoup. Merci pour cette séance où on va essayer de mettre un petit peu en avant les messages clés qu'on avait dans cet article autour du policy mix vert. Alors, je redirai un peu les mêmes choses que toi, au fond, hein, pour définir le policy mix vert. Qu'est-ce que c'est? Au fond, c'est l'articulation, la coordination des politiques économiques, au pluriel, en les tournant de manière cohérente vers la réalisation d'un même objectif ultime, cet objectif ultime étant la réalisation de la transition écologique. Alors, une fois qu'on a dit ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait une articulation donc, de plusieurs volets de politique économique, politique budgétaire d'abord, donc ça veut dire une politique budgétaire tournée vers la transition, vers la transformation écologique, qui vienne apporter son soutien à la réalisation d'investissements privés de transformation et qui viennent également, bien entendu, contribuer plus directement à la réalisation d'investissements publics de transformation dans les infrastructures, les rénovations de bâtiments publics, les puits de carbone, l'adaptation des villes, etc. Il faut que tout ça vienne s'articuler à la politique monétaire qui devrait également être tournée vers la transition, donc apporter sa contribution. Comment? En travaillant à la réorientation des flux financiers, tout particulièrement celle des crédits, puisque la Banque centrale est la banque des banques, en facilitant aussi, d'une manière ou d'une autre, la mobilisation des fonds publics nécessaires à la réalisation des investissements non rentables de transformation. Et j'ajouterais que souvent, mais on y reviendra peut-être un peu plus loin dans la discussion, mais souvent on s'interroge sur la question de savoir si c'est vraiment, si cette contribution à la transition est dans le mandat, pas dans le mandat de la Banque centrale, si c'est son travail ou pas, en quelque sorte, si ça rentre dans ses missions ou pas. En fait, une telle contribution ne déroge absolument pas au mandat de la Banque centrale, à partir du moment où on réalise qu'en fait l'absence de transition constitue une menace grave pour la stabilité des prix et pour la stabilité financière. Or, ça, c'est bien au cœur du mandat de la Banque centrale. Donc, il faut d'abord cette articulation-là entre politique monétaire et politique budgétaire. Et puis, il faut que vienne s'articuler à ça. Donc, on voit évidemment que tout ça n'est pas une mince affaire. Il faut que vienne s'articuler à ça également une politique de stabilité financière au service de la transition écologique. Je dis pas simplement une politique prudentielle parce que
ça aussi, peut-être qu'on y reviendra un peu plus loin, j'espère, mais ça recouvre pas. Alors, bien sûr, ça recouvre le prudentiel, mais ça va bien au-delà de ça, parce qu'il faut que ce soit une politique résolue à accélérer la décarbonation des bilans bancaires, qui viennent contribuer à l'alignement des flux de financement sur une trajectoire menant à la réalisation des objectifs de zéro émission nette. Et cet alignement, bah, c'est un engagement qui a été pris depuis longtemps par les États signataires de l'accord de Paris en 2015. Et cet alignement des flux financiers sur les objectifs de zéro émission nette, eh bien, on n'y est toujours pas. Et puis, bah, c'est pas encore fini parce qu'en fait, il faut que vienne également s'articuler à tout ça une politique fiscale qui, par la taxation et la subvention, veille à être en cohérence avec l'objectif de transition, en cohérence avec les autres volets de politique économique, tout en prenant garde, en fait, à bien articuler volet écologique et volet social de la transition de façon à ce qu'il y ait une répartition équitable du coût de la transition, une transition juste. Bon, la politique fiscale, typiquement, n'est pas en cohérence avec la transition quand les subventions vont encore aux activités fossiles, mais elle n'est pas efficace non plus quand elle entend imposer une taxation environnementale sans souci d'équité. Donc voilà, bon, c'était pour détailler un peu les différents volets, mais le policy mix vert implique que tous ces volets soient articulés et dans notre article, on insiste surtout en fait sur l'articulation entre volet monétaire et financier, ce qui est déjà pas quelque chose de facile et de bien avancé. Mais le policy mix vert dans son ensemble, c'est vraiment la coordination de tout ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire coordination d'ensemble des politiques monétaires, financières, budgétaires et fiscales. On reviendra peut-être un peu à la fin, je ne sais pas, sur la différence entre coordination et planification, mais je vais laisser Dominique Ah, compléter. justement, c'était peut-être l'élément où Dominique voudrait compléter et intervenir. J'ajoute tout simplement que dans la revue elle-même, nous avons fait procéder à une sorte de division du travail puisqu'il y avait un deuxième article consacré beaucoup plus aux questions aux règles fiscales et budgétaires, écrit par Thomas Piketty et Antoine Baucher. Malheureusement, ils n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc, nous allons également traiter notamment il faudra sans doute évoquer la malheureuse réforme du pacte des stabilités. Mais Dominique, d'abord, alors toi qui parles souvent qui appelle souvent, tu n'es pas le seul évidemment, tu appelles depuis longtemps à une planification écologique. Alors comment toi tu vois ces différentes Alors, notions? Est-ce bon, qu'elles sont synonymes ou complémentaires pour toi? alors d'abord, je voudrais rappeler que la notion de policy mix est une notion ancienne, hein. Déjà, le premier théoricien qui l'a mis en œuvre sur le plan théorique, hein, c'est Tim Bergen, qui est le premier prix Nobel d'économie en 1952. Ensuite, ça a correspondu à la période keynésienne, pourrait-on dire, hein, des politiques économiques. Et puis après, il y a eu, avec le néolibéralisme et le monétarisme, il y a eu une éclipse totale ou presque totale des policy mix, c'est-à-dire de mettre en œuvre conjointement, d'une manière coordonnée, les politiques monétaires, budgétaires et fiscales. Et avec les crises, les polycrises auxquelles nous avons assisté, que ce soit la pandémie, la crise climatique, etc., cette notion de policy mix est revenue à l'ordre du jour. Alors, pour faire l'articulation avec la planification, au départ, le policy mix était essentiellement une politique de nature conjoncturelle. C'était pour lisser les cycles conjoncturels, donc à relativement court terme. Or, aujourd'hui, le policy mix vert, pour lequel nous plaidons dans l'article, c'est un policy mix qui s'inscrit pas dans le court terme, au contraire, qui s'inscrit dans la durée, puisque c'est une vision à long terme. Et c'est là qu'on retrouve précisément la planification. C'est-à-dire qu'on a véritablement le besoin d'articuler, de coordonner les politiques, les différents volets de la politique économique, mais pas uniquement dans une optique conjoncturelle, surtout dans une optique structurelle. L'autre élément intéressant, c'est peut-être aussi l'élément qu'il faut rajouter, l'élément territorial et sectoriel, c'est-à-dire que territorialement parlant, la politique économique en général est vue sur un territoire national hein, au départ, et bien là, nous avons bien entendu l'échelle européenne qui est à prendre en compte, mais toutes les échelles territoriales sont importantes. D'ailleurs, que ce soit du local, national et régional, c'est important. Et puis, il y a la dimension sectorielle. On ne pourra pas faire
comment dire, de policy mix efficace sur le plan écologique sans avoir une vision sectorielle qui est très largement absente d'ailleurs des préoccupations, comment dire, européennes. Et je terminerai simplement pour dire que, à mon avis, la construction européenne, que ce soit le marché commun, puis l'union économique et monétaire, eh bien, tourne très largement le dos dans la manière dont ont été conçues à la notion de policy mix. C'est-à-dire que nous avons une architecture institutionnelle en particulier, avec des règles aussi, donnant la primauté, par exemple, très largement à la politique monétaire, qui tourne très très largement à la notion de policy mix. Et donc, il faut bien comprendre que pourquoi nous plaidons, nous ne sommes pas les seuls, bien entendu, c'est d'un rééquilibrage, finalement, entre les différents instruments qui chacun ont leur mérite et leur capacité. Et du coup, ça implique non seulement des mobilisations d'instruments, mais aussi peut-être une pluralité d'institutions. Et à partir du moment où on parle de plusieurs institutions, la BCE, que ce soit par exemple le Parlement européen, le Conseil européen, etc., la Commission, eh bien à ce moment-là, il se pose la question de la gouvernance, c'est-à-dire qui a le pouvoir de définir les priorités. Parce que les instruments, c'est une chose, mais c'est toujours au service d'une priorité ou de plusieurs priorités. En général, une priorité, il y en a une seule. Là, si c'est la priorité verte, alors qui décide? Et d'une manière démocratique, évidemment. Voilà, donc voilà le décor planté. Et la planification écologique, sera démocratique, comme ça a été dit par certains leaders politiques, ou ne sera pas. Eh bien, en effet, la démocratie est absolument essentielle. Je m'arrête là. Juste une question pour les clarifications. Quand tu dis qu'elle tourne le dos, c'est parce que c'est essentiellement à cause de cette division, de cette séparation entre le budgétaire et le monétaire. C'est ça? Alors non, elle tourne le dos au moins pour trois raisons. D'abord parce qu'on a une architecture fédérale pour la monnaie et une architecture nationale, très largement nationale, pour les politiques budgétaires et fiscales. Donc déjà, articuler les deux, vous voyez que ça pose un problème. Ensuite, il y a un hiatus territorial, parce que l'Union européenne, c'est 27 membres, la zone euro, c'est 20 membres. Donc il y a un problème aussi, quels sont les pays concernés quand on va manipuler les différents instruments? Ce n'est pas forcément la même échelle. Et puis, le troisième obstacle, c'est quand même l'indépendance de la Banque centrale. C'est-à-dire qu'on a décidé que la Banque centrale pouvait mener dans son coin, si je puis dire, sans avoir aucune pression, aucun compte à rendre véritablement aux politiques et aux citoyens, pourrait-on dire, de sa politique. Donc ces trois éléments-là me font dire que, en effet, la conception de l'Europe a totalement ignoré au départ cette dimension policy mix, et même qu'elle tourne le dos, parce que ce que je viens d'indiquer là, ce sont bien des obstacles à la mise en œuvre d'une véritable policy mix efficace. Mais passons alors, mais quand même, à quelques éléments disons, d'évaluation, de bilan, si vous voulez bien, puisque malgré toutes ces difficultés-là, on parle beaucoup de la planification, la volonté politique semble affichée. Alors, j'ai réfléchi un peu en amont de cette séance sur quels sont les éléments qu'on devrait mentionner, même dans un format très court comme le nôtre. Nous avons vécu quand même une réforme ou une soi-disant réforme du pacte de stabilité, d'abord qui a été d'abord suspendu pendant 2 ans, si ma mémoire est bonne. Ensuite, la Commission européenne a quand même initié une procédure des réformes. Peut-être on commence par là, si vous voulez bien. Est-ce que Dominique, du coup, tu peux peut-être poursuivre un peu sur cet élément-là? Comment toi tu vois cette réforme? Alors, le pacte de stabilité a été mis en place pour essayer comment dire, de cadrer l'ensemble des politiques budgétaires et fiscales des gouvernements de manière à éviter des dérapages, à éviter des déficits excessifs, des dettes excessives, etc. Et c'est comme ça qu'on a eu ces règles très strictes de déficit inférieur à 3% du PIB et de dette publique inférieure ou égale à 60%. Là, on voit déjà que ce pacte, qui a été mis en place en 1997 au départ, est un pacte qui ne tient pas la route parce qu'il a été pratiquement tout de suite dépassé et il n'a pas été respecté. Donc, ce qui prouve que cette numérologie 3%, 60%, et ça a été dénoncé par beaucoup de personnes, d'économistes notamment, n'a pas de fondement économique. Et donc, les crises successives, que ce soit la crise financière 2007-2008, puis ensuite la pandémie, puis ensuite ce qui se passe avec les tensions géopolitiques et la crise de l'énergie qui
les chocs, les prix et l'inflation qui en ont résulté, ont fait sauter complètement cette politique. Et pour autant, comment dire, l'idéologie néolibérale a quand même persisté, c'est-à-dire que après avoir une période considérée comme une parenthèse du quoi qu'il en coûte, sur le plan monétaire et sur le plan budgétaire, les autorités européennes ont décidé de reprendre les choses en main. Et c'est ainsi qu'il y a eu une réforme du pacte de stabilité qui n'en est pas une. C'est une réforme en trompe-l'œil et même peut-être, je dirais, qui durcit encore plus certains critères ou certaines règles. Alors, on rétablit le 3% du déficit, on rétablit le 60% de la dette, mais en plus, on va plus loin. Parce qu'on dit que chaque pays devra, dans la mesure du possible, réduire de 0,5% de points de PIB par an son déficit structurel, c'est-à-dire hors cycle conjoncturel, et que même il doit viser à terme un déficit structurel primaire, c'est-à-dire hors charge d'intérêt, de 1,5%. Autant dire que, à mon avis, on durcit plutôt comment dire, les règles. Alors il y a plusieurs petits assouplissements. Il y en a un qui est la durée, c'est qu'on donne au pays la possibilité de faire ces ajustements selon le niveau d'où ils partent, de le faire dans le temps, sur plusieurs années, mais voilà. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose qui, quelque part, tourne le dos, à mon avis, à la notion de policy mix. Parce que on met sous le boisseau la politique budgétaire et fiscale, alors même qu'on sait que c'est un instrument extraordinairement important pour pouvoir atteindre les objectifs de la bifurcation écologique et sociale. Et donc là, bon, ça a été extrêmement critiqué, cette réforme. Hein. Je pense qu'elle n'est pas de bon augure pour la suite. Alors, on va voir, hein, on va voir ce qui va se passer, mais je dirais que pour ma part, c'est pas forcément une réforme qui intègre même, je dirais qu'elle n'intègre pas du tout les objectifs écologiques. Il n'y a pas du tout non plus disons, enfin, des règles spécifiques pour des investissements climat ou des dépenses. Ça reste, ce pan-là, ça reste aveugle. Je laisse Isabelle répondre. Vas-y, Isabelle. Oui. En fait, si, il y a quand même un petit peu plus de temps, je crois, laissé pour l'ajustement lorsqu'il s'agit justement d'investissements de transition. Mais cela étant, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Dominique, c'est-à-dire que c'est une réforme qui n'en est pas une, on s'attendait vraiment à toute autre chose. Et quand Dominique dit ça tourne le dos à la notion de policy mix, je suis d'accord aussi parce qu'en fait, c'est une réforme qui manque de cohérence. En tout cas, on a là l'illustration d'un problème de cohérence. C'est pas une réforme qui met la politique, qui peut mettre les politiques budgétaires des pays de l'Union européenne au service de la transition écologique. Donc en fait, ça ne les tourne pas vers l'objectif ultime de transition écologique, objectif autour duquel devraient s'articuler tous les éléments de la politique économique européenne. Donc, on a effectivement un manque de cohérence vis-à-vis, en fait, de l'objectif de transition. Donc, ça ne sert pas le policy mix vert. D'accord. Donc la réforme du pacte de stabilité, voici expédiée assez rapidement par nos intervenants. Alors, est-ce qu'on passe rapidement au volet financier, monétaire? Il y a eu quand même une réforme en matière de réglementation financière qui a été annoncée un peu comme le volet verdissement. Alors, Jésabel, puisque tu as la parole, Ok, alors bon, euh, si on veut essayer effectivement de faire un point sur le verdissement de la régulation financière et de la politique monétaire pour arriver aussi à ouais, appréhender l'articulation entre les deux, je dirais quand même en préambule que les banques centrales et les superviseurs restent quand même assez globalement enfermés dans une approche par les risques où ce qui les soucie, c'est davantage l'impact du dérèglement climatique sur le secteur bancaire et financier que l'impact du secteur bancaire et financier qui continue de financer le carboné, le brun, l'extractif sur le dérèglement climatique et écologique.
D'accord? Donc, même si il y a bien une prise de conscience à la fois chez les banques centrales, chez les superviseurs, prise de conscience du dérèglement climatique et de la nécessité, en fait, d'apporter leur contribution à la lutte contre le dérèglement climatique, je dirais que la double matérialité, dont on entend parler par ailleurs, ne guide pas encore leur approche, en tout cas pas suffisamment. Et donc, résultat de cela, eh bien, ils travaillent à l'évaluation des risques financiers induits par le dérèglement climatique, mais ils n'agissent pas suffisamment pour décarboner les bilans des banques et des autres acteurs financiers. Donc ça, c'est une première observation. Ensuite, je dirais que si justement on veut parler d'articulation, de policy mix, c'est-à-dire de combinaison politique monétaire et régulation financière verte, il n'y a pas encore de coordination entre, en l'occurrence, la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales et les superviseurs pour conduire de manière cohérente et articulée le verdissement des politiques monétaires et financières. Alors bien sûr, il y a le réseau de banques centrales et de superviseurs, le fameux NGFS, qui permet de réunir banques centrales et superviseurs, mais dans cette approche que je mentionnais, à savoir une approche par les risques, qui n'est pas du tout tournée vers une approche promotionnelle, comme disent certains, du verdissement, consistant en une approche proactive, volontariste, de réorientation des flux financiers et de décarbonation des bilans bancaires. On n'est pas du tout dans cette approche promotionnelle. Je dirais que cette approche promotionnelle, elle est un peu aux antipodes de l'approche par les risques. Et si j'entre plus spécifiquement dans les deux volets, mais en essayant de faire un peu vite, concernant la régulation financière, tu le mentionnais en fait à demi-mot, ce qui verdit, ce sont les exigences de reporting. Et donc, ça s'inscrit dans une approche très discipline de marché, transformée en discipline de la transparence climatique. On est en fait dans le pilier 3 des accords bâlois. Alors, les obligations vont croissant. Ça a démarré avec la directive NFRD en 2014, qui exige des entreprises européennes de plus de 500 salariés qu'elles publient un rapport RSE. Donc, ça concerne les banques. Puis, ça a progressé avec la directive CSRD en 2022 qui devrait normalement complètement remplacer la directive précédente, NFRD, et qui étend en fait les exigences à un plus grand nombre de sociétés, qui demande plus de granularité, de détails dans les rapports. Et vient à côté de cela aussi le règlement SFDR qui fait partie en fait je dirais du cadre de régulation de la finance durable. Ça a été voté en 2019. L'entrée en vigueur a débuté en 2021, mais ce sera pas simple. Ça exige la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et puis de classer les produits en fonction de leur niveau de durabilité. On sait que je dirais l'installation complète de SFDR ne sera pas simple. Et pour autant, même si ça s'installait complètement, tout ça, en fait, se limite à des exigences informationnelles, ce qui signifie, en fait, en arrière-plan, une grande confiance dans la capacité du marché à, justement, bien orienter les flux financiers, les allouer au bon endroit. Ça, c'est ce qui est, d'accord? Et puis tout à l'heure, on parlera un petit peu davantage de ce qu'il faudrait peut-être. Concernant la politique monétaire, Peut-être, pardon, Isabelle, mais il y oui. avait que penses-tu des plans des transitions? Alors, oui, effectivement, les plans de transition, ça, j'aurais pu les mentionner, bien sûr. Ça vient, je dirais, en plus des exigences de reporting. Les exigences de reporting, elles sont plutôt dans le pilier 3 des accords bâlois. Les plans de transition qui sont en train de s'installer et qui vont devenir incontournables, eh bien, ça, c'est plutôt pilier 2 des accords bâlois. Et ces plans de transition sont absolument, je dirais, indispensables, mais il faut les rendre contraignants, c'est-à-dire pas simplement obliger
Ça, c'est le chemin qui est pris. Obliger les établissements à avoir un plan de transition. Il faut également que ces plans de transition deviennent contraignants, c'est-à-dire que les établissements soient tenus d'appliquer ce qu'ils inscrivent dans leur plan de transition, que les engagements qu'ils prennent soient rendus contraignants. Voilà. Et ça, eh bien, on n'y est pas encore. Donc, je dirais que c'est un pas supplémentaire, ces plans de transition, pour que le régulateur puisse intervenir davantage et orienter davantage, en fait, la transformation des établissements bancaires et financiers, si tant est que ces plans de transition soient véritablement rendus contraignants quant à leur contenu. Il ne s'agit pas simplement d'obliger à les rédiger, il faut également obliger à les tenir. Concernant la politique monétaire, où est-ce qu'on en est? En juillet 2022, la Banque centrale européenne avait annoncé ses mesures de verdissement. Alors, ça portait sur les critères d'achat d'obligations d'entreprise, sachant que maintenant, elle n'en achète pratiquement plus. Ces programmes d'achat d'actifs sont terminés, donc ça peut s'inscrire dans sa politique de garantie, de collatéral, mais en tout cas, dans le cadre des programmes d'achat d'actifs, ça n'a plus cours. Les mesures portées sur les dispositifs de garantie dans le cadre du refinancement des banques, c'est-à-dire qu'il s'agit de verdir les collatéraux, les exigences de garantie. Et ça, c'est sans doute un volet que la Banque centrale va continuer de développer. Je dirais qu'ils sont assez favorables au verdissement de ce volet-là. Les mesures portées également sur les exigences de déclaration en matière climatique, c'est-à-dire sur le reporting applicable aux garanties. Et puis, ce qui avait été annoncé portait également sur les outils, les capacités d'évaluation des risques pour mieux prendre en compte les risques liés au climat, donc c'est-à-dire verdissement des indicateurs. Et ça, effectivement, ça verdit. Donc il y a toute une série d'indicateurs qui commencent à être publiés par la Banque centrale, qui portent sur la finance durable, sur les émissions de carbone, sur risque physique. Donc ça, produire des indicateurs faire cette production d'informations, d'indicateurs. Effectivement, la Banque centrale est au rendez-vous. La politique de collatéral, ça aussi, ça verdit. Mais, il y a un grand mais, en fait, ce qui ne verdit pas, c'est le cœur des opérations de politique monétaire. Donc, ça, je dirais que c'est vraiment le problème et ça nous amène, eh bien, ensuite, mais c'est le troisième temps, je crois, que tu as Oui, prévu. Ça va nous amener vers les propositions qui peuvent être faites en la matière et dont beaucoup sont parfaitement compatibles avec le mandat de la Banque centrale. Je voyais une question dans le chat qui portait sur le changement de mandat de la Banque centrale. Je pense qu'il faut vraiment être conscient du fait que une grande partie en fait du verdissement de la politique monétaire peut vraiment être réalisée à mandat constant. À partir du moment où le dérèglement climatique, ça affecte les prix et la stabilité financière, c'est complètement en phase avec le cœur du mandat de la Banque centrale. La question est bienvenue puisque Emmanuel Macron a évoqué le mandat de la BCE dans son discours à la Sorbonne récemment, où il a appelé pour qu'on introduise un objectif. Alors c'était comme toujours pas complètement clair, mais ce que j'ai compris, c'était qu'il fallait quand même introduire un objectif climatique d'une façon et d'une autre qui serait donc parallèle à l'objectif inflation. Donc ça mérite quand même de maintenir un peu le débat sur ce plan-là. Alors Dominique, est-ce que tu veux compléter un peu le tableau, disons, financier et monétaire dépeint par Jézabel? Non, parce qu'il ne faut pas que je crois qu'on prenne trop de temps pour laisser D'accord, de très la bien. place à la discussion. Par contre, je ne Oui, sais pas si tu avais prévu, mais je pense que on a présenté à certains moments dans nos discours respectifs une vision assez critique, voire négative, par rapport au policy mix dans la zone euro et l'Union européenne. Mais ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que il y a quand même eu, à l'occasion des crises successives financières, sanitaires, géopolitiques, il y a eu quand même des avancées qui peuvent être reliées à des progrès en matière de policy mix.
Je donnerai deux exemples. Le premier, ce qu'a commencé à ébaucher tout à l'heure Jézabel, je pense que les politiques monétaires non conventionnelles peuvent être vues comme qui amène la Banque centrale à racheter une partie tout à fait considérable des dettes publiques, peuvent être vues, donc financement des budgets nationaux, peuvent Mhm. être vues comme une forme d'articulation de la politique monétaire et de la politique budgétaire. Et ça, c'était pas gagné d'avance parce que c'est une lecture du traité finalement, le quoi qu'il en coûte quelque part, hein, qui n'était pas du tout celle, à mon avis, l'orthodoxie du départ. Et donc là, il y a une évolution qui laissera forcément des traces. C'est une forme d'articulation intéressante. La deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est le plan EU Generation qui a été donc mis en place à l'occasion de la pandémie en 2020-2021. Je pense que là aussi, il y a une avancée. Il y a une avancée parce que les pays européens, avec pourtant des désaccords, manque de consensus à bien des égards entre les pays du Nord et du Sud pour aller vite, hein, on est arrivé quand même à l'idée de voir un plan de relance et de soutien et d'investissement, dont une composante écologique d'ailleurs, important, de 750 milliards d'euros sur 6 ans. Bon, c'est quand même pas négligeable. Et d'autre part, et surtout peut-être, l'idée d'avoir un financement mutualisé de ce plan, très largement, hein, qui sera financé très largement par une dette mutualisée, faite par la Commission, au nom de la Commission. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui laissera, on peut l'espérer, des traces et qui peut, pour moi, peut être vu comme une sorte d'ébauche hein, d'un policy mix futur, hein, qui est encore à construire. On va en parler quand on va faire des propositions, hein, mais je crois que il faut le dire à ceux qui nous écoutent, à celles qui nous écoutent, c'est quand même pas tout à fait négatif. On dit souvent que l'Europe progresse à l'occasion des crises, et là, on peut dire que ces deux éléments que je viens d'indiquer, il y en a d'autres, hein, montre qu'il y a quand même des avancées, parce qu'il y a une forme de pragmatisme aussi. Le quoi qu'il en coûte est une forme de pragmatisme. C'était un moyen de sauver tout simplement la zone euro. Et donc, Oui. ça crée de Mais l'irréversible. À mon avis, ça peut créer de l'irréversible. Voilà. Donc, Dominique, un détail, Albin, mais, enfin, une question de détail plutôt, mais est-ce que c'était la dette qui a été mutualisée dans ce programme ou le taux d'intérêt? la dette. La dette. Oui, c'était bien une partie du financement, hein. C'était Ah oui, bien oui, une bien dette sûr, qui bien était sûr. émise D'accord. par la Commission au nom de l'Union européenne. Cela Oh non, étant, moi, je exactement. serais peut-être pas D'accord. tout à Très bien. fait Oui. aussi optimiste que Dominique, parce que cette solution avait été acceptée à la condition de ne pas la renouveler. Oui, Donc, oui, bien sûr, bien sûr. euh, certes, ça crée un Hein. précédent, mais est-ce que ça ouvre le chemin de l'union budgétaire, d'un financement, d'une dette mutualisée des États de la zone euro? Malheureusement, je ne le pense pas. Ah, Euh, ouais, là, j'ai un petit Oui, point oui. de désaccord. Je pense que c'était l'idée de ne pas la renouveler au sens où c'était du provisoire. C'était sur 6 ans et pas plus. Mais ça ne voulait pas dire que, à mon avis, qu'à l'avenir, si d'autres crises, et il ne manquera pas d'en avoir, arrivent, ce type d'expérience ne soit pas renouvelé. C'est comme ça que je lis, hein. Parce que, évidemment, les gouvernements ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. C'est toute la difficulté. Entre l'Espagne et les Pays-Bas, par exemple, ou l'Italie, il y a des différences considérables d'appréciation, hein, évidemment. Oui, absolument. Non, mais merci d'avoir rappelé aussi cet aspect des choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, on traite pas explicitement les désaccords politiques qui sous-tendent Bien sûr. toute cette discussion-là. Donc, on parle enfin, sur un plan plutôt technique, d'un point de vue de ce qui nous semble une réforme pertinente, etc. Mais évidemment, tout ça fait l'objet des dissensus et de conflits pour le pacte de stabilité qui dure presque depuis le début, puisqu'il y a toujours eu des critiques du pacte de stabilité. Donc, voilà, 20 ans, 30 ans plus tard, on en est toujours à une réforme qui n'en est pas une. Donc évidemment, cet aspect mais chacun est conscient de ces choses-là, mais ça ne nous empêche pas de nous projeter, de proposer des choses. Le Est-ce temps, que je peux me permettre de t'interrompre? oui, Il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas mis en avant, c'est la oui, question suffisamment, à mon avis, dans la présentation initiale, c'est le pacte vert, hein. Je crois que le Green Deal, oui, quand même, c'est quelque chose qui est aussi extraordinairement important, même s'il est en train d'être très largement détricoté, hein. Et je pense que là aussi, il faut mentionner quand même c'est une volonté absolument. d'avoir un ensemble
cohérent de mesures budgétaires, fiscales, avec le tarif extérieur, la taxe frontière, taxe carbone aux frontières, avec un package réglementaire important, qui est évidemment en train d'être remis en cause, certainement, mais ça laisse des traces aussi. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut mentionner comme étant des avancées et des reculs, à la fois, tout à fait importants dans ce qui concerne la construction européenne dans le contexte de la transition écologique. Oui, oui, on est bien d'accord avec ça et c'est bien l'arrière-plan en fait de notre analyse et de notre article à tous les trois. Cela étant, si la politique budgétaire n'est pas justement vraiment au service de la transition et si la politique monétaire ne verdit pas suffisamment et si tout ça ne s'articule pas, eh bien, le Green Deal sera vraiment difficile à tenir. Le policy mix dont on parle est une condition absolument nécessaire à la réalisation de ce pacte vert. Bien sûr. Et ça, c'est oui, effectivement, Isabelle a raison. C'est un peu en toile de fond de notre discussion aujourd'hui. Alors, il y a le pacte vert. Je le rappelle aussi, en tout cas, la communication initiale, elle évoquait aussi beaucoup d'autres aspects. Dont c'était quand même un document qui imprégnait un peu de cette vision plus systémique de la transition. Et donc, nous n'avons pas eu le temps aujourd'hui d'évoquer le semestre européen, mais bon, en gros, il attend toujours son verdissement, alors que c'est un sujet clé puisque c'est via le semestre européen que les États membres de l'Union européenne se coordonnent leur politique budgétaire, soumettent à la Commission les projets de loi des finances, etc. Donc là aussi, on voit bien que les idées sont là dans l'air, mais elles peinent à se concrétiser et on pourrait poursuivre avec enfin le marché commun et la règle de la concurrence. Il y a des exceptions qui sont admises, mais quand on compare avec Inflation Reduction Act, pardon, américain, bon, nous en avons parlé à la séance précédente, donc ceux qui sont intéressés peuvent toujours retrouver l'échange que nous avons eu avec Nadine Levrato et Thomas Gebin et une représentante dont le nom m'échappe maintenant de la société Vercor sur la politique industrielle. Donc on voit bien en tout cas que les éléments qui sont un peu dans le débat, que c'est toujours faible par rapport à ce que font d'autres. Mais voilà, mais en tout cas, puisque le temps passe, passons effectivement à la deuxième partie de notre article qui là où nous proposons des pistes des réformes ou qui sont d'ordre plutôt financier, l'ordre de financement, puisque une nouvelle fois, il y avait un article de Thomas Piketty et Antoine Fauché qui proposait une union budgétaire. Et là, dans cette deuxième partie, comme je disais au début, nous faisions l'effort de graduer un peu nos propositions en commençant par ce qui nous paraissait les plus possibles dans les cadres actuels. Dominique, est-ce que tu Oui, je veux... vais bien commencer. Écoute, je vais Oui, bien commencer en disant que dans le cadre des traités existants, il existe des leviers en faveur de la promotion de la transition et de la plutôt, je préfère parler d'ailleurs de la bifurcation écologique et sociale, qui sont sous-utilisés. Et dans l'article, nous mettons en avant un de ces leviers, il y en a plusieurs, qui est le rôle des intermédiaires financiers publics. C'est-à-dire que un des gros problèmes pour réussir la transition, c'est son financement. C'est-à-dire le financement massif d'investissement, puisqu'on sait que l'effort d'investissement ou de dépenses en général d'ailleurs est chiffré entre 3 et 5% du PIB chaque année, c'est colossal. Et une grande partie, Isabelle pourra en parler aussi tout à l'heure, les investissements sont les investissements publics que les acteurs privés ne sont pas en mesure de faire. Et donc là, on a une catégorie d'acteurs qui existe dans tous les pays européens et qui existe aussi au niveau européen, c'est la Banque européenne d'investissement, la BEI. Ils sont totalement sous-utilisés. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que leur politique soit véritablement des politiques de banque qui font des crédits, qui font des financements comme une banque ordinaire en quelque sorte. Or là, on le dit dans l'article, ce sont des acteurs qui fonctionnent plutôt comme des intermédiaires financiers, des fonds d'investissement qui vont collecter sur les marchés des ressources et qui vont ensuite les prêter aux différents investisseurs,
aux entreprises notamment, ou bien aux acteurs publics qui vont faire des investissements d'infrastructures, de recherche, etc. Nous pensons que là, ces acteurs financiers publics pourraient être utilisés d'une manière beaucoup plus dynamique et importante, et plusieurs leviers sont possibles. Par exemple, on pourrait imaginer qu'elles aient un accès beaucoup plus important au refinancement auprès de la Banque centrale européenne, comme toute banque d'ailleurs, hein. Alors, en plus, cette possibilité est prévue par le traité de fonctionnement de l'Union européenne, hein, c'est l'article 123 alinéa 2, où les acteurs financiers publics peuvent en effet recourir, moyennant certaines restrictions, mais en peuvent recourir, hein, au refinancement auprès de la Banque centrale. Les limites que le traité ou que l'esprit du traité aussi impose, c'est que ça ne peut pas être pour des dépenses ou des investissements trop ciblés, hein, puisque l'idée finalement de la construction européenne, c'est le marché qui doit choisir quels sont les bons investissements, et la Banque centrale européenne ne doit pas favoriser tel ou tel type d'investissement ciblé, par exemple sur les infrastructures ou ciblé sur certaines formes d'énergie, etc. Et évidemment, là, il y a un vrai souci. Mais on peut penser que en Europe, en France, par exemple, on peut raisonner au niveau national. Nous avons la BPI. En Allemagne, il y a la grosse KfW, pour prendre deux exemples de pays qui ont un potentiel absolument considérable si on les utilise à plein, si on utilise à plein de financement, d'investissement public de long terme, hein, qui sont peu rentables ou non rentables du point de vue des critères de marché. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment un levier sur lequel il faut discuter. Je pense que même l'idéal serait de mettre en place ce qu'on pourrait appeler un pôle public bancaire européen, c'est-à-dire que les banques nationales, les banques publiques nationales, s'articulent entre elles pour financer, par exemple, du ferroutage, prendre un exemple, hein, qui coûte extrêmement cher, qui est le moyen de transport probablement le moins polluant pour réduire les transports routiers, les camions, etc. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Et là, on a l'impression qu'on joue, pour employer un terme de sportif, on joue petit bras dans cette affaire, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à exploiter au maximum ce type de possibilités. Voilà, je m'arrête là pour pas être trop long. Et Dominique, une question quand même pour ce sujet. Alors donc tu parles de refinancement tout court ou de refinancement préférentiel? Parce que et sous-jacent à tout ce que tu dis là, c'est disons la rentabilité des projets qui seront financés. Donc si j'ai bien compris aujourd'hui, donc c'est les banques publiques donc ont accès au guichet, mais dans les mêmes conditions que toutes les autres banques. Or leurs missions ne sont pas les mêmes. Et donc Oui, tout à est-ce fait, que c'est tout à pas fait. mais donc du coup mais du coup du coup il faudrait changer les traités. C'est Je, ça? Ou est-ce que tu penses que, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire beaucoup plus avec, sans un traitement préférentiel, ou est-ce que tu penses qu'on pourrait, comme dire, bricoler un traitement préférentiel dans le cadre des traités? Bah écoute, je pense qu'on peut discuter, on sera peut-être pas forcément d'accord entre nous, mais je pense si on raisonne sur l'exemple que je donnais tout à l'heure du ferroutage, on peut très bien imaginer une évaluation de ce ferroutage qui soit une rentabilité tout à fait acceptable du point de vue du critère traditionnel, parce que on va avoir des réductions de dépenses, on va avoir une plus grande efficacité des transports, et pourquoi est-ce que ça ne serait pas rentable? C'est une rentabilité de long terme, certes, mais c'est une rentabilité qui est tout à fait existante, qui correspond à une réalité. Et donc, bien sûr, la frontière, et c'est là qu'est tout le débat, mais puisque la Banque centrale a évolué en faisant ses opérations de politique non conventionnelle, on peut très bien imaginer aussi que les frontières bougent et qu'avec la priorité qui est donnée à la bifurcation écologique et sociale, la frontière bouge sur la notion de rentabilité ou d'évaluation. D'ailleurs, de toute façon, la BCE, quand elle intervient, elle ne regarde pas que la rentabilité, elle regarde le risque, hein. Il y a aussi la question du risque. Et là, pourquoi est-ce que ce type d'investissement que je mentionnais serait plus risqué que d'autres formes d'investissement, de refinancement que fait la BCE? Donc, je pense qu'un débat doit s'engager, tant du côté des professionnels, hein, des banquiers centraux, etc., mais aussi des académiques, hein, des économistes, sur cette question de rentabilité. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Alors, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur Isabelle, la laisserai s'exprimer à ce sujet. Là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec elle parce que je pense que la part Ça, de ce j'ai qui pas est encore rentable, parlé.
de ce que tu as écrit, hein, mais de ce qui est rentable est peut-être plus important si on utilise bien la notion de rentabilité que ce qu'on veut bien dire. Voilà, je m'arrête là. Gisèle, tu as été déjà convoquée au tableau, donc Voilà. je te Bon, mets. Excuse-moi, Donc, Isabelle. alors, donc c'était, en tout cas, bon, là, il y a eu un volet sur les banques publiques de développement mm, nous sommes tous d'accord, je pense qu'il faudrait leur donner un rôle plus actif, qu'ils font pas assez. La question qui reste encore, voilà où je reste sur ma fin, c'est que vont-elles pouvoir faire dans les cadres actuels sans un traitement préférentiel? C'est important parce que c'est décisif pour notre vision de solution graduelle. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire tout de suite? Qu'est-ce qu'il faudrait négocier d'abord avec nos amis et partenaires européens? Oui, bon, je suis complètement d'accord hein, avec Dominique pour dire qu'il y a des leviers qui sont sous-utilisés et que, en effet, les banques publiques font partie de ces leviers non utilisés et qu'on pourrait les mobiliser davantage pour des investissements dont la rentabilité n'est qu'à long terme, d'accord? Mais bon, effectivement, il nous faudrait avoir une discussion autour de la rentabilité. Là, il faudrait une séance supplémentaire. Mais sur le message de fond, en tout cas sur ces leviers sous-utilisés, je suis complètement d'accord. Et je crois que concernant justement politique monétaire et politique financière, hein, de régulation financière, au fond, un des messages clés de notre article est le même. C'est-à-dire que les deux, politique monétaire et financière, pourraient verdir davantage à traité constant et que il y a des obstacles, hein, parce que sinon ça verdirait beaucoup plus vite. Il y a des obstacles, mais en fait, ils sont bien plus doctrinaires qu'institutionnels. Alors, prenons peut-être quand même un ou deux exemples. Au niveau de la politique monétaire, on l'a déjà un peu évoqué, une politique de taux de refinancement différenciée en fonction de l'évolution de la part de financement vert au bilan des banques serait tout à fait envisageable à traité constant. Ça pose pas de problème institutionnel. Ça ferait avancer la transition. Hein, ça permettrait aux banques privées et publiques, dont on a parlé précédemment, donc aux banques les plus engagées dans le financement de la transition, de se refinancer à un taux plus bas, à un taux préférentiel, donc, et de répercuter cela sur le prix du crédit. Alors évidemment, ça exige de pouvoir identifier de manière suffisamment fine ce qui est vert, ce qui n'est pas vert. Cela étant, bon, les outils pour faire cela Bah, la taxonomie. existent. Hein, la taxonomie européenne, bon, c'est un point de départ. Il y a d'autres indicateurs aussi qui permettent. Nous, on mentionne notamment la Call Global List dans l'article. Il y a des indicateurs qui existent, et je pense qu'il faut insister sur le fait que ce type d'indicateurs de taxonomie, certes, sont perfectibles, mais c'est précisément en prenant ce genre de dispositions obligeant à bien distinguer le vert du brun qu'on améliorera en fait ce type d'indicateurs. Il ne faut pas attendre de les avoir pour prendre ce type de disposition. Il faut prendre ce type de disposition pour pouvoir ensuite améliorer ces indicateurs. Donc, voilà, ça c'est un exemple hein, au niveau de la politique monétaire, la politique de taux de refinancement différencié. Ça typiquement, c'est tout à fait réalisable à traité constant. Tout à l'heure, Dominique a mentionné le QE vert, c'est-à-dire un programme d'achat d'actifs qui se ferait dans le cadre d'emprunts publics réalisés par les États de la zone euro pour financer des pans du pacte vert. Et la Banque centrale européenne s'engagerait à racheter aux investisseurs qui le souhaitent les titres de dette en question. Bon, alors ça exige, et Dominique le disait, un peu plus de la coordination en fait entre Banque centrale et État. Et donc, ça viendrait peut-être quand même un petit peu chahuter l'indépendance de la Banque centrale. Cela étant, le QE, ça a été une des grandes mesures non conventionnelles pour gérer la crise financière et sanitaire. Ça pourrait être mobilisé face à la crise écologique. C'est pas une panacée. À mon sens, ça nous amènerait plutôt vers un capitalisme verdi que vers une véritable transformation écologique. Mais pour autant, ce serait un pas supplémentaire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et si on prend un autre exemple
au niveau cette fois de la régulation financière. Tout ça, toujours pour illustrer ce message qu'on met en avant, qui est que ça pourrait verdir bien plus que ça ne verdit aujourd'hui, sans même avoir à changer les traités. Au niveau donc de la régulation financière, en cohérence, en articulation avec la politique monétaire, eh bien, ça pourrait verdir sans poser problème sur le plan institutionnel. On pourrait verdir notamment les exigences de fonds propres, d'accord, avec un coussin climatique de fonds propres, et pourraient être prises également des mesures structurelles visant à modifier la composition des bilans, en fait, à programmer la décarbonation des bilans bancaires. Et ces deux types de mesures sont tout à fait complémentaires. C'est-à-dire que les premières, les mesures prudentielles, Verdi, un coussin de fonds propres climatiques, ça c'est nécessaire à la résilience des banques face aux risques induits par le dérèglement climatique, risque physique, risque de transition, risque de responsabilité. Et les mesures plus structurelles, elles, sont vraiment indispensables à la décarbonation des bilans bancaires. Est-ce que ces deux types de mesures exigent un changement de traité? Pas du tout. En fait, l'obstacle à ce niveau-là est véritablement doctrinaire, pas institutionnel. Et doctrinaire, pourquoi? Parce que, en fait, euh, prendre des mesures structurelles, eh bien, ça revient non pas à accompagner le marché et à avoir une grande confiance dans l'efficience allocative du marché, mais ça revient en fait à orienter l'allocation du marché, voire même la remplacer, hein, je dirais. Donc, c'est là où on est face à un verrou doctrinaire. Mais en fait, et ça on le dit aussi dans l'article, hein, si c'est juste la doctrine qui bloque durablement l'avancée, eh bien peut-être qu'en fait il faut inscrire cela dans le mandat, hein, inscrire le changement de principe permettant de faire évoluer cette doctrine, et plus concrètement, eh bien peut-être qu'il faudrait inscrire dans le traité et notamment dans le mandat de la Banque centrale européenne, inscrire la double matérialité. Ben, ça, très concrètement, ça permettrait peut-être de faire sauter le verrou doctrinaire que j'évoquais. Excuse-moi, Joseph, pour les non-initiés, alors la double matérialité, c'est l'idée que la politique monétaire ou la réglementation financière, la réglementation tout court doit non seulement tenir compte des risques financiers, donc des pertes de valeur financières, mais aussi tenir compte d'emblée explicitement des impacts. C'est-à-dire, on agit pas uniquement parce que il y a un risque financier en vue, mais on agit parce qu'on veut prévenir, on veut empêcher la finance de dégrader et de contribuer à la pollution, etc. Donc, Oui, ça signale un changement de motif. Évidemment, il y a un énorme débat sur ça, théorique, depuis plusieurs années déjà, y compris un peu au sein des banques centrales, même si en réalité, c'est pas la double matérialité qui prévaut aujourd'hui, c'est tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est fait en motif des risques financiers qui peuvent être ou des stabilités ou d'instabilité macroéconomique. Donc, c'est l'instabilité des prix, l'instabilité des valeurs, enfin, des actifs financiers, etc. Donc, c'est toujours ça le motif. Alors, donc, effectivement, le traité ne se prononce pas en réalité sur cette question-là. Donc, c'est un point capital. Mais le temps passe, je voudrais vous soumettre un exemple. Qu'en pensez-vous? Alors, parce que je reviens à la question discutée tout à l'heure sur peut-on différencier le type d'acteur? Est-ce que la BCE, pour soutenir la transition, est-ce qu'elle peut distinguer de type d'acteurs ou plutôt des types d'actifs? Il me semble effectivement que ce qu'a dit Dominique se heurte au traité dans le sens, ils disent clairement que les banques publiques doivent jouer aux mêmes mm, conditions que les autres banques. Et donc, si on voulait, par exemple, financer massivement le report modal dans les transports, prenons cet exemple concret. Alors, je vous soumets cette idée-là. Il me semble acquis que ces investissements-là seront, disons, à court et moyen terme, nettement moins rentables voire à perte, que d'autres investissements comparables que les banques commerciales pourraient faire en Chine ou ailleurs, etc.
Historiquement, les investissements dans le rail ont rarement été rentables quand même. C'était via les fonciers qu'on a gagné l'argent ensuite. Mais donc du coup, si on veut accélérer le rapport modal, donc il faudrait investir beaucoup plus dans le transport en commun, offrir l'offre, etc. Comment c'est notre policy mix là, comment pourrait-il marcher? Est-ce que la Commission européenne pourrait, par exemple, initier une empreinte européenne ciblée? Et est-ce que derrière, la BCE pourrait ouvrir un programme d'achat d'actifs ciblés sur le même type d'actifs? Ce qui allégerait, disons, les exigences de bilan pour les banques publiques, puisqu'elles ne peuvent pas accepter indéfiniment ce type d'actifs à leur bilan sans avoir un refinancement conséquent. Donc, est-ce que ça, c'est une solution qui un peu bricolée peut-être, mais qui vous correspond, qui vous paraît possible dans les traités actuels? Alors, je voudrais répondre sur un premier point, tu permets, Isabelle, c'est Oui, oui, je t'en la prie. question de Oui. rentabilité. Moi, je pense qu'il faut, et là, je vais employer une terminologie et des concepts néoclassiques, tout ce qu'il y a de plus orthodoxe. Je dis que ce que font les banques publiques lorsqu'elles font, par exemple, du report modal ou lorsqu'elles vont financer du ferroutage qui est beaucoup moins polluant, elles vont internaliser des externalités. Et pour moi, ce fait-là, c'est une façon de mesurer une forme de rentabilité pour la société. Donc moi, raisonnons, c'est pour ça que je dis qu'il faut un débat sur ce qu'on entend par rentabilité. Est-ce que c'est la rentabilité pour l'actionnaire, la rentabilité à court terme pour le financier, qui va prêter à un horizon de 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Ou bien c'est une rentabilité véritable pour la société. Et je crois que Non, c'est mais ça. excuse-moi, oui, Ne très nous bien. laissons pas enfermer dans la notion de rentabilité dominante qui est aujourd'hui celle des marchés. Si on reste là-dedans, il n'y a pas de solution. Dominique, mais là, tu présupposes déjà que, disons que c'est la comptabilité d'entreprise qui a été déjà réformée. C'est-à-dire tout le modèle CARE d'Alexandre Rambaud, enfin, il y a beaucoup d'autres de modèles Oui, oui, bien qui sûr, essayent de valoriser la valeur, justement, bien sûr, environnementale, bien sûr. et tout ça soit déjà appliqué et donc réellement imprègne la comptabilité Oui. financière, ce qui n'est pas le cas. Non, mais Ce qui attends, n'est pas quand on le cas raisonne aujourd'hui. sur la transition écologique, on raisonne sur le long terme. Alors, je suis désolé, si on raisonne sur des réformes qui peuvent être faites que dans l'année qui vient, évidemment, ça n'a pas de sens. Donc, on est dans un horizon de long terme, y compris pour les réflexions théoriques, les réflexions comptables, etc. Maintenant, comme tu dis, à court terme, faisons du bricolage. Tant qu'il n'est pas possible d'avoir des changements dans les instruments, notamment comptables, par exemple, alors faisons du bricolage et ta proposition d'actifs verts spécifiques, pourquoi pas? Mais je crois que du coup, il faut raisonner avec deux horizons. Il faut un horizon long qui est absolument nécessaire pour faire bouger les critères, faire bouger les normes, etc. Et d'autre part, il faut en effet à court terme, avant que ce soit possible, soit mis en œuvre, il faut avoir des instruments bricolés, comme certaines mesures de politique économique qui ont été prises ces dernières années, politique économique, budgétaire, fiscale, monétaire, sont du bricolage aussi. Hein. En Hmm. attendant, voilà. Est-ce que je peux rebondir? Oui, Oui, Alors, vas-y. bon, moi, je vois pas tout à fait les choses comme ça. Et je pense qu'il faut, en fait, il faut articuler nos solutions. Et peut-être juste pour repartir de la notion de rentabilité. La rentabilité au sens financier, hein, c'est un investissement qui génère de quoi le rembourser. D'accord? Donc, et tous les investissements dans la transition ne génèrent pas de quoi, justement, de quoi rembourser une dette. C'est juste ça, le point. Après, que ces investissements aient un gros impact sur le plan écologique, voire même sur le plan social ou sur les deux, bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut les réaliser. D'accord? Mais la question prosaïque à se poser au préalable, c'est est-ce que ce type d'investissement engendre de quoi rembourser une dette ou pas? D'accord? Alors, si ça engendre de quoi rembourser une dette, eh bien, dans ce cas, c'est finançable par des fonds privés. Et là, eh bien, il faut mobiliser les banques privées, il faut verdir la politique monétaire, des taux différenciés pour amener les banques privées à financer ces investissements qui ont un retour financier, ces investissements verts qui ont un retour financier. Si le retour financier est beaucoup plus à long terme, eh bien, là, il faut mobiliser les banques publiques dont parlait Dominique. On a besoin de les mobiliser. Et bien sûr qu'il faut ce n'est pas exclusif, ce que je suis en train de dire. Le tout doit s'articuler. Mais les banques publiques, à mon sens, c'est mobilisable pour des investissements dont le retour financier n'intervient qu'à long terme.
Après, reste la question de savoir comment on finance tous les investissements de transformation dont on a également besoin et qui, eux, n'ont pas de retour financier et donc n'engendrent pas de quoi rembourser une dette, même une dette à long terme, même une dette peu onéreuse. D'accord? Eh bien, pour ça, on a besoin, en fait, on a besoin de subventions, on a besoin de fonds publics. Et ça pose en amont la question de savoir comment est-ce qu'on va mobiliser ces fonds publics. Donc, bah là, ça nécessite effectivement d'ouvrir un éventail de solutions. Wojtek disait, eh bien, on peut mobiliser plus facilement des fonds publics si, admettons, la Commission refait un emprunt, donc un emprunt mutualisé. La Banque centrale européenne s'engage à racheter les titres. Oui, ça fait partie des solutions ça fait partie des solutions dont on peut discuter. Ça peut se faire au niveau de la Commission pour un emprunt mutualisé. Ça peut se faire au niveau des États de la zone euro si on en reste à des financements qui ne sont pas mutualisés. Ça fait partie des solutions. Moi, c'est pas ma solution préférée, mais en tout cas, ça fait partie des solutions qui devraient être portées davantage au débat. Ensuite, mobiliser plus de fonds publics, ça peut être, et là, alors là, on va vraiment davantage cogner, je dirais, dans les limites du traité, et on doit même braver des interdits. Est-ce que il faut en revenir à un financement des États directement par les banques centrales? Donc, pas seulement du QE qui facilite leur financement en abaissant le coût de leur financement sur le marché, mais un financement direct des États par les banques centrales. Donc là, vraiment, là, on se heurte à un interdit du traité. Est-ce qu'il faut le lever? Ben là aussi, il faudrait un débat. Ce serait très difficile à obtenir. Hein. Il faudrait un consensus qui sera sans doute difficile à obtenir. On sait pourquoi le consensus sera difficile à obtenir. C'est parce que ce genre de solution, ça éveille aussitôt les craintes inflationnistes. La crainte inflationniste, c'est sans doute pas d'ailleurs je dirais la plus fondée en la matière. La question qu'on pourrait peut-être un peu plus légitimement se poser, c'est plutôt la question de la gouvernance. Hein. Est-ce qu'en effet, il ne faudrait pas essayer justement davantage de démocratiser la gouvernance de la coordination monétaire et budgétaire. Donc ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut ouvrir cette gouvernance à la société civile? Là encore, hein, il faut ouvrir le débat sur cette question-là. Et si on voulait aller encore un cran plus loin dans l'éventail des solutions, si on voulait, par exemple, que le pouvoir de subvention de la Banque centrale, ce pouvoir de subvention existe. Aujourd'hui, il est au service des banques. Si on voulait que ce pouvoir de subvention soit mis au service du financement de la transition, cela poserait assurément un problème de gouvernance. Ça exigerait de démocratiser la gouvernance, différencier la société civile. Bon, ce sont des débats qu'il faut ouvrir. En attendant, ça aussi, je pense que c'est une solution à discuter, cette solution de subvention de monnaie centrale, reposant donc sur une émission de monnaie centrale sans dette. Tout ça, en fait, irait à un réseau de sociétés financières publiques. Ce ne seraient pas les banques publiques de financement de Dominique, mais ça viendrait s'articuler à ces banques publiques de financement, des sociétés financières publiques fonctionnant en réseau, dont la mission ne serait pas de prêter de l'argent, mais de subventionner des acteurs, privés ou publics d'ailleurs, portant des investissements de transition indispensables, non rentables, et qui pourraient être financés de cette façon et qui seront difficilement finançables autrement, étant donné les marges de manœuvre réduites, ce sera difficilement finançable par une augmentation des impôts, ce sera difficilement finançable par l'augmentation de la dette publique. Donc voilà, je pense qu'il faut en tout cas mettre ces solutions-là en débat et comprendre qu'en fait, tout ça s'articule, sont pas des solutions exclusives les unes des autres. C'est-à-dire verdir la politique monétaire avec des taux différenciés pour mieux mobiliser les banques dans le financement de la transition, c'est pas antinomique avec tout ça. C'est quelque chose qui fait partie de la solution. Ça vient s'articuler. Les banques publiques dont parlait Dominique, ça vient s'articuler à la solution. Ça permet de financer du rentable à long terme, du rentable plus incertain. Et
Ensuite, eh bien, une mobilisation beaucoup plus forte de fonds publics à travers des solutions qui peuvent sembler un peu plus iconoclastes. Eh bien, ça, c'est ce dont il faut discuter pour se mettre en capacité de financer, de subventionner le non rentable, parce que le non rentable, entendu au sens de ce qui n'a pas de retour financier, ça ne peut pas se financer avec une dette, puisque par définition, ça n'engendre pas de quoi rembourser une dette. Donc voilà, c'est à ce niveau-là qu'il faut C'est ouvrir le l'éventail. seigneuriage. Oui, 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 ça, voilà. Là, je pense que ceux qui nous écoutent ont déjà vu toute l'étendue des propositions que nous avons réunies dans cet article-là. Ils ont aussi entendu un peu que vous n'avez pas, enfin, nous trois, nous n'avons pas exactement les mêmes types de solutions, mais de toute façon, nous sommes très, très, très loin de tout ça aujourd'hui sur le plan politique. Donc, il faut surtout poursuivre ces débats. Comme quelqu'un disait dans les commentaires, qu'organiser un webinaire sur la rentabilité, ça serait central, et je suis d'accord. En tout cas, il faudra poursuivre ça. Bon, nous avons prévu une séance à ces sujets à la chère énergie et prospérité sur les investissements, Isabelle. Donc, à ce moment-là, nous allons aussi parler de la rentabilité. Et je voudrais quand même vous rapporter les questions qui ont été posées par certains des participants. Il y avait là cette question que nous avons déjà évoquée, mais sans peut-être mettre les points sur les i, sur le changement des mandats de la BCE. Je vais mettre les questions en vrac et ensuite vous répondez quand vous voulez. Est-ce qu'il y a des modèles dont la BCE pourrait s'inspirer ailleurs? Est-ce que c'est des banques en Asie qui ont un mandat plus intéressant que nous? Est-ce que c'est au contraire ce qu'a fait la BCE qui est prometteur? Et une question enfin, précise sur la réforme du pacte de stabilité, Dominique, je ne sais pas si tu la vois, ne Non. permet-elle pas de sortir du calcul du déficit les intérêts de la dette et les politiques pour l'emploi? La réforme, Ouais. la récente réforme. Et ensuite, quelles articulations entre la taxonomie et la CSRD? Bon, nous l'avons un peu évoqué déjà, c'est-à-dire que c'est un instrument qui est là, qui a été beaucoup critiqué aussi pour des raisons, qui a été aussi un peu politisé, en tout cas qui a fait l'objet d'intenses luttes politiques. Mais bon, c'est toujours comme ça avec des outils comme ça. Qui voudrait commenter et apporter quelques éléments à ce Peut-être un mot Dominique? sur sur le changement, un mot sur le changement de mandat, Oui. hein. Encore une fois, vraiment, un message à retenir de l'article, il y en a plusieurs dans l'article, mais un message à retenir, c'est que il y a de l'espace disponible, en fait, dans le mandat de la Banque centrale européenne pour verdir davantage la politique monétaire. Et donc, même sans changement de mandat, il peut y avoir vraiment des avancées. Alors, bien sûr qu'ensuite, si on inscrivait un changement de doctrine dans le mandat, comme on disait à propos de la double matérialité, peut-être que ça permettrait d'avancer davantage. Mais en tout cas, même un mandat constant, pardon, il y a des avancées possibles. Est-ce que la Banque centrale européenne devrait s'inspirer de ce que font d'autres banques centrales? Je crois qu'en réalité, la Banque centrale européenne fait partie des banques centrales les moins en retard dans cette course très très lente au verdissement de la politique monétaire. Donc, on peut s'en réjouir ou s'en lamenter, hein, mais la Banque centrale européenne est loin d'être j'allais dire, est loin d'être la plus en retard. Non, la bonne formulation, c'est que c'est la moins en retard, en fait, dans ce grand retard généralisé du verdissement des politiques monétaires. Il y a d'autres banques centrales pour lesquelles même le discours n'a pas verdi. Parce qu'au niveau de la BCE, on peut dire, bon, le discours verdit, les actions verdissent moins. Pour d'autres banques centrales, pensons à la Fed notamment, même le discours ne verdit pas. D'accord? Et puis, pour pas mal de banques de pays émergents, on sait aussi que le verdissement de la politique monétaire, c'est vraiment pas une préoccupation. En même Donc, temps, c'est Attends, paradoxal là, ce que tu dis, Isabelle, parce que, pardon, Dominique, parce à que part c'est la la Fed Chine, à part la Banque centrale de Chine, qui fait ouais. partie effectivement des Non, banques mais centrales ouais. qui verdissent la politique monétaire. Ça, c'est bah vrai. oui. Ce que tu dis sur la Fed, c'est un peu paradoxal parce que c'est la Fed, et ça montre justement la complexité de notre sujet, c'est quand même la Fed qui soutient
la dette publique américaine, et c'est la dette publique américaine qui permet les énormes crédits d'impôt que Biden a voté Oui, pour accélérer la transition chez eux. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas. C'est toute la question. Est-ce que c'est la BCE elle-même qui s'est mis à cibler les choses, ou est-ce qu'elle permet tout simplement à l'État d'avancer dans le sens qu'il souhaite? C'est deux approches différentes. Mais oui. Dominique, Oui, alors je voudrais juste, ouais. en citant des études à la London School of Economics, il y a un institut qui s'appelle le Grantham Institute, où il y a un certain nombre d'économistes qui ont étudié les banques centrales dans les pays dits développés et les pays émergents et en développement. Et ce qu'il faut voir, c'est que on est enfermé en Europe dans une conception de la banque centrale tournée vers la stabilité monétaire, point barre, alors que dans ces pays-là, au contraire, c'est le développement. Et c'est là que je suis un petit point de désaccord avec toi, Isabelle, c'est que si peut-être le climat n'est pas mis en avant autant qu'on pourrait l'imaginer, ils sont très tournés vers le développement et le développement durable. Donc, je pense que là, au contraire, dans l'article auquel je pense, que vous pouvez retrouver facilement, hein, qui a été publié il y a 2, 3 ans, il y a au contraire une avance d'un certain nombre de pays émergents par rapport à nous. Il n'y a pas que la Chine, hein. Il y a le Bangladesh, il y a même l'Inde, etc. Donc, voilà, on pourra faire un sujet là-dessus si vous voulez un jour, parce que on est un peu trop obsédé en Europe par cette vision de la Banque centrale qui s'est considérablement rétrécie autour de son histoire. La phase monétariste nous a complètement sclérosés, hein. Et je crois qu'il faut peut-être reprendre un peu de recul par rapport à ce que c'est une vraie banque centrale. Bon, alors ensuite, je voulais répondre à la question qui était posée sur ne pourrait-on pas sanctuariser, j'employais ce terme-là, certains types d'investissements dans le calcul des déficits et de la dette publique. Moi, je pense que oui. Je pense qu'une option que pourraient prendre les pays européens, mais il faut qu'ils le fassent conjointement, évidemment, et ça serait évidemment une entorse considérable au pacte de stabilité, mais une façon justement de bouleverser un peu la logique complètement rigide et trop stricte du pacte de stabilité, ça serait de dire qu'il y a des catégories de dépenses, mais et surtout d'investissements qui pourraient être extraites finalement du calcul, qui ne pourraient pas être mises de côté pour le calcul du déficit et de la dette. Parce que si on veut réussir la bifurcation, je crois qu'il y a une chose qui s'impose, c'est qu'il faut un montant d'investissement absolument colossal. Alors si on n'emploie pas le levier, tous les leviers, dont celui-là, c'est d'autoriser que certains investissements ne soient pas, et que le financement de certains investissements ne soit pas pris en compte pour le calcul de la dette, eh bien, c'est dommage. Je crois Moi, je que suis ça d'accord mérite avec discussion. ça. Comment? Dominique, je suis d'accord Non, mais je sais que d'accord tu es avec ce genre de d'accord. proposition, mais je trouve que, au fond, c'est une forme de démonstration de l'impossibilité pour ce type d'investissement d'être financé par la dette. C'est-à-dire que si tu finances ces investissements par la dette en disant après, eh bien, on va les décompter du calcul de la dette, eh bien, ça prouve que la dette n'est pas le bon instrument Non, de non, qu'au financement de contraire, il ces faut pas être investissements. obsédé au contraire, qu'il faut pas être obsédé par la dette dans la promotion de certaines formes Il ne d'investissement. s'agit pas d'être obsédé ou pas par la dette. Il s'agit simplement de reconnaître la dette comme un instrument de financement adapté à certains investissements et pas à d'autres. C'est Ouais, tout. Et donc, un financement par la dette, c'est un très bon levier. oui, oui, bien sûr. C'est un très bon levier pour financer des investissements qui ont un retour financier. Quand il s'agit d'investissements qui n'ont pas de retour financier, il faut penser à autre chose. C'est juste, c'est aussi simple que ça. Et par ailleurs, il faut aussi être conscient du fait que la dette n'est pas qu'un instrument financier. Bien sûr, bien sûr. C'est aussi un rapport, c'est Mais aussi un rapport il y a pas que la social. dette instrument financier, il y a aussi la tutelle actuelle des marchés financiers sur les États et sur même les Justement, banques centrales. Et c'est ça dont il justement. faut absolument se départir. Et donc, je Mm. pense que on peut imaginer des formules comme celle-là de la sanctuarisation de certaines formes de financement d'investissement pour s'extraire de cette pression. Et donc, voilà, c'est une forme qui est quand même un peu différente de ce que tu proposes. Oui, Et mais c'est, sanctuariser en fait la dette des États tout en voulant continuer à ce qu'ils se financent sur les marchés, je trouve que ça présente au fond une certaine incohérence. Parce que si on est obligé ensuite de sanctuariser, eh bien ça veut dire qu'en effet, il faut alors soustraire le financement des États au marché, Ah d'accord? oui, pourquoi Et pas? trouver des solutions alternatives. Bien sûr, Donc, on est d'accord. on est vous voyez d'accord. que même quand on n'est pas complètement d'accord, on On est arrive à écrire d'accord. des articles Voilà. ensemble, hein, ce qui doit permettre de rassurer quand même Et, les auditeurs. c'est très bien. En tout cas, les mots incohérence, voilà, il nous a accompagnés depuis le début jusqu'à la fin.
Cohérence, cohérence. C'est pas la, c'est sans doute pas la seule ni la plus grande des incohérences dont nous souffrons aujourd'hui. Mais C'est la merci cohérence beaucoup qui nous a merci. accompagnés, c'est pas l'incohérence, c'est la cohérence qui nous a accompagnés. C'est Oui, mettre en cohérence La recherche de des cohérence. propositions différentes. mais voilà. En tout cas, il faut continuer. Évidemment, il y a un immense difficulté politique, mais elle ne doit pas nous empêcher de mener le débat et de proposer, sans doute aussi dans d'autres, dans des cadres plus européens aussi. C'est important, c'est un peu notre contribution au débat sur la gouvernance économique européenne, sur quel type de majorité on souhaite au Parlement européen. Je ne l'ai pas dit au début, mais évidemment, les nuages s'amoncellent un peu sur les ciels européens. Nous risquons de vivre un grand backlash politique Ouais. autour du Green Deal et plus largement autour de la transition écologique. Une des raisons de plus pour essayer d'avoir, de tester de façon pragmatique des arguments différents pour essayer de convaincre des publics différents parce que déjà Veblen, elle a un programme commun mais elle n'a pas un programme unique. Et en plus, nous sommes dans une situation enfin, objectivement difficile donc, il faut chercher à la fois des bricolages et des arguments qui peuvent emprunter à des registres différents. Je pense pas qu'on doive s'enfermer dans un pour et contre le capitalisme, par exemple. Aujourd'hui, il faut que les publics différents puissent comprendre les enjeux. Et ça, c'est un travail qu'on va continuer. Donc, je vous remercie pour aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous le 30 mai où nous allons parler d'une des politiques sectorielles. Et là, nous allons parler alors d'un sujet qui abonde d'incohérences, puisque les incohérences entre la transition écologique et la politique agricole sont très nombreuses et peut-être de plus en plus nombreuses. Et c'est sans doute un des domaines où on voit le plus clairement le backlash se profiler. Et ensuite, le 11 juin, pour la dernière séance, où on fera un peu un commentaire, disons, à chaud du résultat des élections, avec quelques voix européennes, italiennes, polonaises, suédoises, allemandes et françaises. Donc voilà, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci Isabelle, merci Dominique. À Merci, Allez, au bientôt. revoir tout le monde. merci bien.